Bon, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas tout le long si jamais il y a des problèmes techniques à utiliser le chat. Commençons avec justement les considérations techniques. On enregistre aujourd'hui pour permettre aux gens qui ne sont pas là de pouvoir avoir accès justement à l'information qui va être transmise. Vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'on présente. Questions de clarification sur le contenu, parce que les questions plus de détails, là, on se garde vraiment une bonne portion. En fait, on veut se garder une demi-heure là, pour les questions à la fin. Fait que s'il y a des choses qui vous brûlent les lèvres, vous pouvez les écrire quand même, on va les prendre en note. Mais on va choisir quand même là, à quelles questions on répond au fur et à mesure pour la clarification, puis lesquelles on garde pour la fin. Voilà. Fait que ceci étant dit, salut, je me présente. Je m'appelle Chantal Bisson, je travaille à la Table nationale des CDC, je suis agente de développement. Et je vous présente mon co-animateur d'aujourd'hui. J'imagine que comme tu as baissé la voix, si tu veux que je me présente moi-même. Charles Gagnon, je suis agent de développement au Chantier de l'économie sociale, l'Organisation nationale de promotion et de développement de l'économie sociale. Alors, on va vous jaser ça aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous informer sur le projet, de voir à ce que les gens participent le plus possible, puis répondre à vos interrogations. En ordre du jour, là, on va vous faire quand même une mise en contexte en premier pour camper le contexte du projet. On va vous parler des partenaires, on va vous parler c'est quoi concrètement les livrables, là, vraiment plus concrets, l'échéancier et comment vous pouvez faire une part dans ce projet-là, comment contribuer. Puis après ça, période de questions. Fait qu'on tente de vous livrer notre contenu d'ici midi et demi. On part ça. Alors, fameuse mise en contexte. Vous savez qu'à la Table nationale, on aime beaucoup ça. Mettre les choses en contexte. Parlons de l'état initial, de qu'est-ce qui a fait qu'on en est venu à avoir ce projet-là. En fait, c'était des organismes communautaires qui se retrouvaient à la rue ou incapables de payer leur loyer, surtout à Montréal, je dirais, dans les dernières années. Il y avait une hausse des loyers commerciaux, une reprise des locaux par les entités publiques, notamment les centres de services scolaires. Les organismes communautaires ont besoin de locaux, bien sûr, qui respectent leur capacité budgétaire puis qui tiennent compte de leur ancrage territorial. Ça devenait difficile là, à atteindre dans un contexte d'augmentation des loyers. Puis en même temps, on veut pas que les subventions des organismes servent à payer des loyers hors de prix. Tu sais, ça va un peu à l'encontre de ce que l'argent de la mission doit accomplir. C'est ça. Fait ce qu'on constate, c'est que les organismes, ils se retrouvent à subir les aléas du marché du loyer commercial, à moins d'avoir eu une méga subvention ou un partenariat avantageux avec des partenaires locaux, par exemple. Puis dans ce cas-là, ça peut être inéquitable. Tu sais, pourquoi tel organisme est logé avantageusement, puis pas un autre? Pourquoi, sur quels critères ces décisions-là sont prises? Fait qu'on observe parfois cette inéquité-là. D'un autre côté, sans être à la rue, les organisations peuvent avoir des problèmes de locaux, par exemple parce que les locaux sont pas adéquats pour donner les services, soit par la taille, l'entretien qui en est fait, les équipements disponibles ou même l'emplacement. L'accès à un local adéquat puis près de sa population, c'est quand même, comme on l'a dit un peu plus haut, là, des facteurs déterminants dans la réalisation de leur mission. Donc, plein de facteurs qui font que on a une situation qui est pas optimale, disons, au niveau des locaux communautaires. Après, il y a des pistes de solutions, évidemment, à cet état de situation-là. On pense notamment aux outils de finances sociales. Ça peut être une partie de la solution. Charles va vous en parler plus longtemps de l'initiative montréalaise qui a exploré cette avenue-là pour trouver collectivement des réponses dans un milieu où il y avait plusieurs crises en même temps. Mais
j'ai envie de dire que c'est pas la seule solution, c'est une solution parmi d'autres. C'est pas la mission première des organismes communautaires. Les organismes communautaires n'ont pas nécessairement envie de développer une expertise en gestion immobilière ou de devenir propriétaire. Puis, en considérant ça, ben, on veut quand même offrir une offre locative adaptée aux besoins puis aux moyens financiers des organismes sur le territoire. Donc, on considère dans ce contexte-là que les organisations publiques, c'est-à-dire le gouvernement et parapublics, peuvent et doivent jouer un rôle pour aider les organismes à se loger convenablement et à coût raisonnable, soit en les aidant à se loger ou en fournissant des locaux, comme c'est déjà le cas dans plusieurs situations. Aussi, en différents paliers, ça peut être en créant des subventions destinées à l'action communautaire. Puis au niveau local, on voit puis on encourage aussi de développer des projets qui tiennent compte des multiples usages possibles dans le développement de projets immobiliers et que toutes les parties prenantes soient prises en compte justement dans le développement de projets pour offrir des services de proximité à la population, notamment par les organismes communautaires. Jusque-là, ça va? Mise en contexte? Check. Donc, je passe la parole à Charles qui va vous parler un peu plus de l'initiative immobilière. Fait que Chantal a parlé, merci, a parlé du grand contexte du projet, là où il est, mais c'est sûr que ce projet-là est un peu la suite, l'enfant, ou en tout cas, on poursuit les mêmes objectifs au niveau national que le projet dont je m'apprête à vous parler dans quelques secondes, mais qui a d'abord été testé, qui a d'abord été mis sur pied à Montréal. Dans le fond, tout ça vient de Centraide, là. C'est Centraide du Grand Montréal qui a approché le chantier. C'est Centraide qui a pris l'initiative là, dans l'initiative immobilière, surtout au début, puis assez rapidement en s'alliant avec la CMTQ, là, la Coalition montréalaise des tables de quartier. Jessica est autour de cette table qui est de la CMTQ pour répondre aux besoins, dans le fond, qui sont essentiellement les mêmes besoins que ce que Chantal a dit. Et il y avait Centraide, là, je me rappelle de cette rencontre-là, ça nous disait, nous, il y a nos organismes qu'on finance qui nous disent, pouvez-vous augmenter notre financement? Mais juste parce que leur loyer montait, ce qui était particulièrement ridicule, disons, j'imagine que tout le monde est d'accord là-dessus. Ou il y en a qui disaient, mais il faut absolument que je me trouve un autre local, on s'apprête à me mettre à pied, ou le loyer va être trop cher, je suis plus capable de le supporter. Ou, effectivement, Chantal l'a dit, il y avait, surtout là, on parle autour de 2018, il y avait vraiment le contexte où la commission scolaire de Montréal avait dit, moi, j'ai besoin de locaux à partir de maintenant. Fait que là, je vais tranquillement mettre dehors tous les organismes qui sont logés chez nous, ou je vais leur faire payer le prix du marché. Fait que c'était pas deux options très intéressantes pour le communautaire. Fait que ce que Centraide s'est dit, c'est il y a plein, Chantal l'a dit, il y a plein de solutions qui sont auxquelles on peut imaginer, mais parmi elles, celle de faciliter pour le communautaire l'accès à la propriété, soit de l'immeuble qu'ils ont déjà ou un autre immeuble qui conviendrait plus à leurs besoins. Ça fait partie de la gamme de solutions. Puis, ben, l'économie sociale, on crée des fonds qui financent des projets comme ceux-là. On a fait ça depuis 20 ans, 25 ans, là. On avait cette expertise-là. C'est en train de travailler avec le chantier, avec la fiducie, pour d'abord faire une espèce d'étude de besoin qui confirme disons le volume, là, qui confirme qu'il y a bien des besoins sur le terrain, qu'il y a plusieurs organisations. J'avais parlé, moi, à une quinzaine d'organismes communautaires qui étaient en train de le faire. Ça m'a permis de voir, OK, ça confirme les besoins et ça confirme que cette solution-là, d'avoir un fonds spécifique pour le communautaire, pourrait faire partie de la solution, pourrait aider à l'objectif d'aider à de devenir propriétaire, ce qui était, encore une fois, là, une solution parmi d'autres pour régler les problèmes du communautaire. Fait que suite à ça, on a passé, je sais être sûr, je regarde mes notes là, pour être sûr que je n'oublie pas des morceaux. Ce projet-là, moi, j'allais le dire, la mise sur pied, là, vous voyez les logos des partenaires de l'initiative
telle qu'elle a été faite, mais la réflexion là, qui a duré 2 ans et demi au total, euh, elle, elle s'est faite évidemment avec Centraide, avec nous, avec la fiducie, mais aussi avec la Caisse d'économie solidaire, la Ville de Montréal, le C3S, un des C3S, là, je ne me rappelle plus lequel, mais il y avait plusieurs organisations, puis des fondations que vous voyez qui sont là. Donc, l'idée était, créons pas chacun des petits produits ou des solutions qui vont être éparpillés, mais est-ce qu'il y a moyen d'aider d'un seul coup avec ce fonds-là, un fonds qu'on créerait, d'un seul coup à peu près tout le monde? Euh, dans les différentes, je vous coupe court parce que je ne veux pas passer une demi-heure juste sur l'initiative montréalaise, là, mais dans cette étude-là, puis la réflexion qu'on a vue, c'est on voyait qu'il y en avait des groupes communautaires qui parvenaient à acquérir des immeubles avec le système tel qu'il était en place, donc qui étaient capables de se faire financer dans leur projet. Sachez là, de notre point de vue au chantier, qu'un groupe communautaire qui achète son immeuble, c'est un projet entrepreneurial suffisamment pour se qualifier au moins d'organisme communautaire avec un volet d'économie sociale. Que quand c'est en collectif, c'est encore plus, parce que l'organisme qui achète la bâtisse, c'est clairement une entreprise d'économie sociale. Mais même si c'est un organisme lui-même, pour nous, ça passe le test. Fait que ce que je dis, c'est on voulait absolument trouver donc, on avait étudié ceux qui avaient réussi à le faire, dans quelles conditions ils l'avaient fait, puis on se rendait compte que ceux qui réussissaient à le faire même après, payaient un loyer quand même assez substantiel. Donc, on voyait que seuls ceux qui avaient les moyens, qui avaient une capacité de paiement quand même importante, là, significative, étaient capables de se faire financer. Puis les autres, on ne les voyait pas dans le radar, mais c'est parce que les projets ne se faisaient pas. Fait que dans toute notre réflexion, on a visé une solution qu'on appelait la pyramide à Mario. Mario Régis, qui était le VP du Central du Grand Montréal, c'est qu'on se disait, il y a dans une pyramide, il y a des groupes qui réussissent à se faire financer en ce moment. On veut embarquer avec eux, puis aussi les aider, mais on veut aussi trouver une solution pour ceux qui, eux, ne parviennent pas à se financer dans le système qui est là et faire levier des uns avec les autres, si vous comprenez ce que je veux dire. En augmentant le pool et en trouvant une solution spécifique pour ceux-là. Puis la solution pour tous les financiers qui étaient autour de la table, c'était aussi d'éviter, mettons, la Fondation Chagnon était là, puis disait, ben moi, j'en finance quelques-uns, mais c'est toujours à la pièce, puis là, c'est compliqué. Faut que je fasse faut que je fasse ma recherche, que j'évalue le dossier, que je l'analyse. Ça serait donc plus simple si quelqu'un le faisait à ma place. Au bout du compte, on est arrivé à mettre sur pied cette solution-là. Là, je pense que ça serait le moment de changer de slide, Chantal. De mettre cette solution-là qui s'appelle l'Initiative montréalaise en immobilier communautaire du Grand Montréal. Ça aussi, c'est un nom assez long, donc vous voyez le site web là, si vous voulez tout de suite aller le voir. Puis, afin de répondre à l'ensemble des besoins, là, j'ai coupé court sur cette affaire-là, il y a le besoin de devenir propriétaire. On se rendait compte qu'il y avait des besoins connexes, mais qui cherchaient aussi une solution financière. Il y avait beaucoup de besoins en accompagnement. Puis les besoins en accompagnement, il y avait un problème avec ce qui se passe depuis 2014-2015. J'imagine que tout le monde qui est là depuis un petit bout de temps, vous savez comment ça s'est passé dans les CLD en 2014-2015. Fait que depuis ce temps-là, en particulier, c'était très difficile de financer l'accompagnement en vue, donc au moment où on a l'idée du projet, puis se rendre jusqu'à, OK, je viens de passer chez le notaire, puis j'ai les clés de la bâtisse avec les travaux faits. L'accompagnement était un élément super important, un facteur de succès parmi les plus importants. Fait qu'on s'est dit, l'idée, ça serait de permettre de financer cet accompagnement-là. Puis l'idée derrière le prêt, les caractéristiques du prêt, là, vous pouvez aller sur le site web puis vous les avez un petit peu plus, mais c'est un prêt pardonnable qui se refinance au moment où on achète le projet. Fait que si le projet se fait, le prêt pour l'accompagnement, il est balancé dans le montage financier. Puis si le projet ne se fait pas, ben, le fonds fait une perte. Je simplifie, mais c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Le deuxième fonds qu'on a imaginé, il y a un autre besoin qu'on avait identifié, c'est que souvent les projets ont besoin d'une bâtisse, mais c'est long à monter un projet communautaire, surtout quand on parle de plusieurs joueurs, quand c'est multiple, là, quand il y a plusieurs organismes qui vont aller dans la même bâtisse. Puis ben, pendant ce temps-là, la bâtisse a eu le temps de changer 4 fois de main.
Fait que, on a mis aussi comme solution un fonds d'acquisition. L'idée, c'est de permettre, OK, cette bâtisse-là répondra à mes besoins. Alors, sans avoir à monter l'ensemble du dossier, mais en faisant quand même une certaine vérification, c'est quand même pas un guichet automatique, mais assez rapidement, le fonds peut avancer l'argent pour acheter 100% de la bâtisse, puis permettre à l'organisme ou aux organismes de faire de la détention et de développer le projet alors que l'immeuble est sécurisé. C'est ça l'objectif. Puis le troisième instrument financier, c'est le fonds immobilier social. C'est, pardon, il y a encore des gens qui arrivent. C'est le fonds particulier qui complète qu'est-ce qui existe déjà dans le financement, qui est celui qui va permettre de financer la pointe de la pyramide à Mario dont je parlais tout à l'heure. Donc, qui finance tout particulièrement les organisations qui ont une capacité financière très limitée. Fait que l'innovation dans le financement, dans ce fonds-là, c'est que le remboursement pendant une première période, là, je ne vous rentre pas dans l'ensemble des détails, puis s'il y a des questions sur les détails, il y a des personnes qui vont autour de la table qui vont y répondre mieux que moi, mais c'est que pendant une première période, on fait des remboursements en fonction de votre capacité de payer, de la capacité de payer des surplus, en fait. Une portion des surplus sont versés en remboursement et sans plus. Ce qui fait que c'est quand même très avantageux comme façon de rembourser, puis ça permet de rembourser les autres. Donc, je ne rentre pas là-dedans. J'attendrai qu'il y ait des questions si vous voulez vraiment savoir comment ça se fait. Je pense que ça fait... Ah non, ça fait le tour de cette slide-là. Juste pour vous dire où est-ce qu'on en est en ce moment, parce que ça fait déjà 1 an. Je ne sais pas, j'ai-tu encore Jessica sous la main? Quelqu'un qui peut me confirmer que ça fait 1 an que ça roule, avec un pouce ou encore. Ça fait autour d'1 an là, dans ces eaux-là. OK, Elias, Janvier 2021, Charles. Bon. OK, bon, ça fait plus qu'un an. Merci. Oui. Que ça roule. Puis ça, c'est les résultats en ce moment. C'est un tableau de suivi du risque là, du réseau d'investissement social du Québec qui est très récent. C'est là où on en est, les dossiers qui ont été financés. Fait que le PPA, c'est le prêt pour l'accompagnement. FAS, c'est le fonds d'acquisition, puis le FIS, c'est le fonds d'immobilier social dont je parlais. Là, les 3 produits sont là. Vous voyez qu'il y a déjà, juste à Montréal, un nombre quand même significatif de projets. Fait que c'est en lien avec ce que Chantal vient de dire, parce que mon but, c'est pas juste de vous parler de Montréal, de vous convaincre de tout vous déplacer à Montréal pour profiter du fonds. L'idée, c'est on veut répondre au même type de besoins pour l'ensemble des organismes communautaires du Québec. Puis évidemment, on réinventera pas complètement les roues. S'il y a une roue qui fonctionne déjà, on va se baser là-dessus puis voir comment on peut la rendre plus grande. Mon analogie tombe court, mais donc de répondre au même type de besoin pour l'ensemble du Québec. Je reviens sur cette affaire-là. Fait que je pense que ça finit pour cette partie de contexte sur l'initiative Montréal. Merci, Charles. Puis là, ben, l'étape suivante, c'est ben, l'initiative montréalaise existe. On suppose qu'il y a des besoins ailleurs au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en vous parlant un peu de qui est impliqué là-dedans, je vais commencer à répondre à la question, mais vous aurez compris qu'on essaye de voir si l'initiative montréalaise pourrait être élargie à l'ensemble du Québec, puis comment. Fait qu'en premier, ben, la TNCDC est là. Elle est la gestionnaire du projet. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Ben, pendant que l'initiative immobilière se mettait sur pied, nos membres nous faisaient part de besoins de leurs membres, mais aussi leurs propres besoins. Il y a beaucoup de nos membres qui sont gestionnaires d'immeubles. La majorité de nos membres ont leurs locaux dans un centre communautaire avec d'autres organisations. On a sondé nos membres sur le sujet, puis c'était tellement un enjeu que ça a amené même à un cercle d'échange qui portait précisément sur la gestion des bâtiments communautaires. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on en discute dans le réseau. On a mis aussi en parallèle un comité sur pied qui était chargé d'animer une réflexion dans le réseau sur la finance sociale pour que les CDC soient plus à même d'accompagner ou de mettre sur pied des projets, mais aussi pour voir comment les produits de la finance sociale, qui sont des prêts, peuvent répondre ou non aux besoins de l'action communautaire. Fait que d'un côté, on est déjà super intéressé par toute la situation de l'immobilier communautaire, puis de l'autre côté, on est déjà super intéressé par les produits de finance sociale, puis à se faire une tête là-dessus.
Fait que ça allait comme de soi pour nous quand on s'est mis à jaser avec nos partenaires qu'on pouvait peut-être faire un petit pas là-dedans. C'est sûr qu'on n'aurait rien fait si on n'avait pas collaboré d'entrée de jeu avec l'initiative immobilière. Je salue les gens qui sont là. Comme on est presque 60, je vous vois pas au complet. J'ai vu que Jessica était là parce que tu es intervenue. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'étaient inscrits. Fait que c'est ça. Allô, merci d'être là. On a eu des jases pas mal avant de mettre sur pied le projet en ce moment qui est vraiment à ses débuts. Puis, on continue à travailler ensemble là, tout au long. Ça, c'est les principaux interlocuteurs, si on veut, qui vont se jaser pendant les prochains mois. L'ATN, ben, il n'y a pas la TNCDC, Table nationale des corporations de développement communautaire. Je fais comme si on était juste en famille, mais c'est vrai que ça se peut que ça soit la première fois ou presque que vous entendez ça. Il n'y a pas juste moi là, qui est là et qui représente ce réseau de 69 CDC. Il y a aussi un comité de suivi qui est composé de 5 corporations de développement communautaire qui proviennent de 5 régions différentes hors Montréal, qui vont suivre le projet, qui vont donner leur avis, qui vont contribuer aux prises de décision. C'est sûr qu'il y a des partenaires financiers là-dedans. Le gouvernement du Canada, via le programme de préparation à l'investissement, que vous avez peut-être entendu sous son petit nom, le PPI, qui est géré par le Chantier de l'économie sociale. Donc, on a eu une subvention pour justement mettre sur pied le projet dont on vous parle aujourd'hui. Et le gouvernement du Québec aussi qui a mis un montant dans ce projet-là. Aussi, il faut dire qu'on collabore avec le gouvernement du Québec pour voir comment on peut mettre sur pied des solutions complémentaires. Alors, nous, on se concentre sur des solutions de finances sociales et on souhaite que ce soit complété par des solutions de subvention, idéalement. Ben, ça nous permet, ces sous-là, d'avoir mis sur pied une équipe de projet. Et donc, qui est formée de Charles, mais aussi de la fiducie du chantier qui nous aide avec un consultant externe aussi. Bonjour Nathan, je pense que je t'ai vu, et Elias, qui est justement le petit noyau là, avec lequel on se penche pour... c'est notre jus de bras. C'est notre jus de bras. Ah, voilà. Bien sûr qu'on a des collaborateurs, le RQAK puis le Mouvement de l'action communautaire dans son ensemble. S'il y a eu autant de personnes intéressées au webinaire aujourd'hui, je pense que c'est entre autres parce que il y a eu l'information a bien circulé. Alors ça, on est vraiment contents et contentes. Les partenaires financiers, les gens qui pourraient potentiellement investir dans des nouvelles solutions, puis les partenaires municipaux qui nous aident notamment au niveau de la collecte de données sur les loyers commerciaux. Donc, est-ce qu'on est correct pour les questions? J'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le chat. On y reviendra. Parfait. Merci, Charles. Donc, en partant du modèle de l'initiative immobilière communautaire du Grand Montréal, on veut mettre sur pied des outils de finances sociales, c'est-à-dire des prêts adaptés et accessibles aux organismes communautaires au Québec pour mener à bien leur projet immobilier. Donc, dans le projet qu'on vient de vous dire qui a été financé par le PPI, qu'on a une petite équipe de projet, qu'on vous a sollicité là-dessus, le but ultime, c'est créer les outils de finances sociales puis attirer les investissements. On n'aura pas un fonds déjà prêt à déposer des projets là, au mois de février. On n'en est pas là, mais on veut, au mois de février, que les outils soient créés puis qu'on ait des liens avec des investisseurs potentiels. Fait que, allons dans l'échéancier un peu plus en détail. On est en ce moment en train d'évaluer le contexte. Donc, d'un côté, on fait une revue de littérature sur la documentation de l'initiative immobilière. Puis, on veut comprendre les enjeux et cerner les besoins à l'extérieur de Montréal. Donc, on fait le webinaire aujourd'hui pour vous informer, mais aussi, ça nous permet de créer un lien, de recevoir de la rétroaction, de vous intéresser aussi au sondage qui est à remplir jusqu'au 15 septembre.
puis qui va nous permettre aussi d'identifier des projets sur lesquels faire des études de cas pour voir vraiment c'est quoi le portrait à l'extérieur de Montréal, c'est quoi les besoins, comment on peut y répondre le mieux possible. Il pourra aussi y avoir des ateliers, des rencontres, puis bien sûr qu'on fait aussi de la recherche d'informations autres. Je vous parlais des informations sur les loyers commerciaux, par exemple. Ça, c'est un exemple. Et comme Charles vous a montré le petit tableau tantôt, on est aussi en train de regarder l'initiative montréalaise, ça ressemble à quoi, quels apprentissages là, on peut en faire. Donc, vous voyez les partenaires souhaités, notre réseau, le comité régional d'accès aux locaux qui est à Montréal aussi et qui regroupe justement les partenaires de l'action communautaire qui ont vécu les multiples crises et qui les vivent encore. L'initiative mobilière dans son ensemble. Donc, vous voyez un peu l'échéancier sommaire de ce qu'on est en train de vivre. Fantastique. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On situe l'initiative mobilière dans ses phases de développement. On suit, en fait, l'initiative mobilière actuelle de Montréal. On continue à se jaser, autrement dit. Puis, on veut préciser aussi la conjoncture des sources d'investissement potentiels, c'est-à-dire les investisseurs qu'on connaît, là. Y a-t-il des contraintes, y a-t-il des trucs qu'on sait déjà qui vont pouvoir nous influencer dans notre prise de décision, dans le choix d'une solution? Il y a aussi tout le contexte du Fonds fédéral de finances sociales là, qui pourrait être un levier intéressant. Donc, en parallèle, on est en train de regarder tout ça. Une fois qu'on a recueilli plein d'affaires pour se faire une tête, il va falloir choisir des choses. Donc, déjà, à la base, on avait trois solutions possibles. C'est notre hypothèse. Donc, est-ce qu'on adapte l'initiative immobilière communautaire du Grand Montréal pour créer un fonds à l'échelle du Québec, incluant la région de Montréal? Ça signifie qu'on prend le modèle, on fait un changement d'échelle, puis on réinjecte du cash dedans, idéalement avec nos nouveaux amis investisseurs potentiels. La deuxième solution possible, c'est de créer une nouvelle structure pour l'ensemble du Québec hors Montréal. Fait qu'on prend le modèle, on fait un genre de copier-coller, puis on change les affaires pour que ça réponde aux besoins qu'on aura identifiés dans notre cueillette de données. Ou, en C, on crée plusieurs nouvelles structures propres à différents territoires. Donc, C adapte les trois solutions qu'il pourrait y avoir. Pour choisir, on va prendre toutes les données qu'on aura recueillies, qu'on est en train de faire. On va se créer des outils de réflexion, puis on va avoir une réflexion collective avec notre comité de suivi, puis avec les partenaires de l'initiative mobilière communautaire du Grand Montréal. Et idéalement, en novembre, on aura choisi la solution dans laquelle on veut aller. Par la suite, là, c'est vraiment technique de ce qui s'en vient, c'est la modélisation du fonds. Fait que ça, on va vraiment s'appuyer sur l'expertise de nos collaborateurs de la FITUCI, du chantier de l'économie sociale. Donc, on fera la création du modèle financier. On va élaborer des scénarios qui vont comprendre des variables clés pour monter les fonds. Puis, éventuellement, on présenterait le modèle aux partenaires financiers. Bien sûr, ça va prendre un paquet de validations juridiques en continu pour voir si tout coche toutes les cases. Ensuite, ça prendra du démarchage. Une fois qu'on a choisi qu'est-ce qu'on veut faire, qu'on a modélisé le fonds, après ça, il va falloir aller présenter ces solutions d'investissement-là à des investisseurs potentiels. Donc, on va développer un pitch, on va structurer le fonds, puis on va proposer une capitalisation potentielle. Donc ça, bien sûr, on fait ça encore en continu avec nos partenaires. Puis, en février, c'est la fin du projet en tant que tel, dans le cadre du programme de préparation à l'investissement. On souhaite quand même avoir bien avancé, avoir une solution, avoir démontré qu'il y avait des besoins à l'extérieur de Montréal, puis avoir quelque chose à proposer éventuellement comme solution au milieu communautaire. Reste à voir si justement on confirme que les besoins sont là.
puis que tout roule comme sur des roulettes dans le projet jusque-là. Maintenant, comment contribuer? Comme je vous l'ai dit, c'est répondre au sondage d'ici le 15 septembre. Vous l'avez reçu. Sinon, on vous le remet dans le chat d'ici la fin de la séance. Vous avez mes coordonnées, mon adresse courriel est à l'écran en ce moment. Si vous avez de l'info complémentaire, on parlait des données sur les loyers commerciaux, mais si vous avez des projets dans votre coin, si vous voulez nous envoyer de l'information, n'hésitez pas, bombardez-moi, ça va me faire plaisir. Plus on a d'informations, plus on est capable de se faire une tête sur la situation. Puis, si vous avez des partenaires financiers locaux qui pourraient être intéressés à des investissements, ben c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire de nous mettre en lien. Évidemment, on peut commencer les discussions, il est jamais trop tôt. Alors voilà. Merci. Ben, alors, il y a eu, tu as peut-être vu, Chantal, mais il y a eu quelques questions dans le chat, mais la plupart étaient des questions techniques qu'on a pu répondre à mesure. Entre autres, il y avait des questions de gens de Montréal qui voulaient savoir comment ça fonctionne, l'initiative du Grand Montréal. Mais il y avait une question qui était déjà dans le chat qu'on pourrait utiliser comme première question, parce que là, vous avez deviné, là, on est en train de passer à la période de questions. Quelqu'un demandait quel est le rôle des municipalités et comment ils voient le projet. Est-ce que tu veux te lancer dans une réponse, Chantal? Le rôle des municipalités, en fait, c'est très sommaire au moment où on se parle. Dans le projet en ce moment, c'est qu'on veut collaborer avec les municipalités pour avoir des données sur les loyers commerciaux. On a déjà fait un premier appel, mais c'est vraiment de l'info qui pourrait nous aider à voir un petit peu l'état du marché actuellement. Sinon, ben, c'est sûr qu'on encourage les municipalités à collaborer avec les organismes communautaires pour le développement de projets immobiliers qui répondent aux besoins de l'action communautaire de façon plus générale. À ce stade-ci, oui, c'est ça. Dans l'initiative à Montréal, la ville participait et avait financé une portion de l'étude. Là, si ma mémoire est bonne, je pourrais me tromper. Je jure pas que je me rappelle très bien de cette portion-là. Mais reste que la ville était présente du début à la fin dans la réflexion. Mais on peut imaginer que lorsque le projet existe, lorsque on va chercher dans chacune des CDC, là, je dis vous en supposant que la plupart d'entre vous êtes des CDC, mais chacun d'entre vous, quand il y aura des projets qui vont peut-être se faire, la municipalité individuellement dans chacun de ces projets-là pourrait être très, très impliquée, de très, très, très impliquée du genre, j'ai cet immeuble-là, mais il faut l'orniper un peu, puis je voudrais vous le donner, mais en l'état, personne ne veut aller vivre dedans. Et là, la solution de l'initiative pourrait financer les travaux et l'acquisition, même si c'est à un prix d'amis. Pour aider à trouver les locaux, en plus d'identifier, comme disait Chantal, les municipalités peuvent très bien être des alliés. Mais de manière générale, là, les fédérations municipales ne sont pas nécessairement très impliquées. Vous pouvez, là, je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont circulé dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main et poser la question verbalement. Là, c'est pas interdit. On n'est pas en mode, même si ça s'appelle un webinaire, vous avez bien vu que c'est un Zoom normal. Là. Vous pouvez poser vos questions verbalement. Mais je vais quand même les prendre dans l'ordre où je les vois. Puis, si ça vous va, puis après la question d'Éric Trudel, on ira à Marie. Si ça te va, Marie. Excellent. Fait que là, OK. Bon, pardon, c'est la même question sur les municipalités qui revient la première. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que quand tout à l'heure, Chantal le disait, Chantal, je vais la prendre là, sur la municipalité. Chantal disait que parmi les solutions pour aider le communautaire dans leurs besoins de locaux, ce fonds-là, un fonds pour permettre l'acquisition, c'est une des solutions, mais c'est une des solutions. Les solutions qui viennent des municipalités sont parfois la meilleure solution. L'idée, c'est d'avoir plusieurs cordes à un arc, puis que plusieurs solutions peuvent ouvrir. Si un organisme est dans une municipalité où il n'y en a pas de locaux, où la ville n'en a pas de libre, ben ça peut pas être ça la solution. C'est peut-être autre chose. Fait que c'est dans ce but-là, pour répondre à la question de segment.
est-ce que là, on est mal coordonnés, là? L'acquisition sans demande de financement. Mélanie demandait, bon, c'est sur la possibilité d'accompagnement pour les recherches d'acquisition sans demande de financement. Mais en fait, là, ça devient technique sur le fond. Je peux répondre sur comment ça se passe à Montréal, mais la solution nationale, on ne l'a pas encore déterminée. Fait que je ne sais pas si c'est pas une présentation de l'initiative de montréalaise puis de ses technicalités qu'on essaie de faire. Fait que si vous permettez, je ne rentrerai pas dans ces détails-là de qu'est-ce qui est possible ou pas, mais si on a du temps, j'y reviendrai si ça vous va. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, Mélanie. OK, c'est Mélanie, c'était toi? OK, parfait, merci. Oui, effectivement, Nathan, bon, c'est Nathan qui est un de mes collègues. Donc oui, effectivement. Je pense aussi que pour la question de Mélanie, là, une possibilité d'accompagnement pour les recherches d'acquisition, souvent on va penser au groupe de ressources techniques ou au CDC notamment. Mais il y en a quelques-unes dépendamment du territoire. Puis, par municipalité, j'imagine on inclut aussi les MRC, puis évidemment, ils peuvent tout autant être un ami. Alors, Karine Triolet, qui était là dans le projet depuis le début, précise que c'est le territoire du Centraide Grand Montréal, mais le projet est porté, puis c'est vrai que je ne l'avais pas fait, est porté tel qu'il est maintenant, là, à la fois par Centraide. Centraide avait l'initiative au départ, mais maintenant, il est piloté en fait, co-présidé par la Centraide et la CNTQ. Dans le fond, l'idée, c'est d'avoir une double tête, une assise sur les besoins pour être sûr qu'on ne le perde pas, puis l'initiateur du départ qui, évidemment, veut continuer à donner son aide. Excuse-moi, Il y a Charles, un est-ce que je peux comité, juste ouais. Oui, vas-y. peut-être juste ajouter mon grain de sel là, sur toute la question de l'accompagnement. Là. C'est sûr que je peux pas répondre pour le reste du Québec, mais en tout cas, ce que l'initiative immobilière du Grand Montréal permet, c'est d'aller chercher un montant pour justement là, pour aider là, à la préparation, puis à la réflexion, puis à l'identification des opportunités immobilières. Donc, c'est pas des ressources humaines là, qui sont déployées là, grâce à l'initiative, c'est bien des fonds qui permettent après ça aux groupes porteurs, là, que ce soit un organisme ou plusieurs organismes qui se sont mis ensemble pour identifier des opportunités immobilières. Donc, après ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout deux dynamiques là, qui ont cours là, à Montréal. Il y a, par exemple, les groupes porteurs qui engagent un chargé de projet là, à la disposition des groupes porteurs, puis qui fait à l'interne, là, qui fait les recherches, qui anime là, toutes les discussions qui permettent de prendre des décisions pour développer un projet immobilier communautaire. Donc, l'initiative immobilière là, permet de faire ça comme ça. Ou encore, les groupes porteurs peuvent se constituer une instance de réflexion puis de développement du projet immobilier qui ponctuellement vont aller se dégager des ressources à l'externe pour faire avancer certaines étapes pour mieux connaître, disons, les coûts, les évaluations financières, par exemple, là, pour tel terrain, tel projet immobilier. Donc, dans ce cas-là, les groupes porteurs ont accès, donc vont, par exemple, aller chercher la contribution des GRT, mais l'appui des GRT n'est pas gratuit, donc ils chargent de l'argent. Donc, après, c'est ça. Donc, c'est les deux manières de le faire. Puis peut-être aussi ce qu'on pourrait quand même mentionner, là, je pense qu'il est intéressant aussi, c'est que quand, disons, les groupes porteurs arrivent à la conclusion que le projet n'est pas possible ou en tout cas dans le contexte actuel, c'est pas la voie à développer, ben, il y a moyen d'avoir un prêt, disons, pardonnable là, pour cet aspect-là de l'initiative immobilière, mais ça, c'est pour l'enveloppe existante à Montréal. Là. Je ne sais pas si ça va pouvoir être rendu possible dans la prochaine phase de développement pour le reste du Québec. Merci, Jessica. Merci pour le complément. Bon, excuse-moi, Chantal, ce qu'elle vient de dire est important. D'abord, voici comment ça se passe à Montréal, parce qu'on se base sur comment ça se passe pour l'instant, mais il faut se rappeler que ça pourrait ne pas être exactement la même chose. Fait qu'il faut pas. C'est pour ça que j'essaie d'éviter expliquer comment l'initiative est, parce que pour l'instant, on est en développement. C'est sûr que on peut très bien le voir comme un gros projet pilote, de le faire de cette manière-là, puis ça va nécessairement alimenter quoi que ce soit qu'on fasse, peu importe le scénario dont Chantal a parlé,
ça va être alimenté par ce qui se fait à Montréal. Mais le but n'est pas de présenter exactement dans les détails qu'est-ce que c'est l'initiative immobilière à Montréal, parce que ça se pourrait que ça soit différent, même dans le scénario où on prend l'initiative immobilière montréalaise puis on la gonfle à tout le Québec, ça peut être un moment de changer les paramètres, là. Fait que, c'est pour ça que ça serait peut-être mieux de pas de rentrer trop dans le technique de comment ça se passe maintenant, mais plus de regarder le projet. Comment on va arriver à identifier cette solution-là? Puis, dans le fond, là, l'initiative à vous répondre au sondage, puis à participer dans ce qui s'en va. Chantal? Parlant du sondage, je vous envoie le lien dans le chat. Je trouve ça intéressant qu'on ramène le focus sur les besoins à l'extérieur de Montréal. Mais je vais quand même inviter Jessica et Karine mais c'est ça, je vois que Karine est là aussi, à compléter là, si jamais il y a des nuances que vous trouvez importantes à apporter. Il y avait une question dans le chat que j'ai vu. Si j'ai bien compris, les fonds servent à des organismes communautaires déjà existants. Ce ne sera pas disponible pour les nouveaux OBNL en développement. Ça, ben c'est ça. J'ai envie de voir comment ça se passe déjà dans l'initiative, étant donné qu'on n'a pas ces paramètres-là, nous, dans le projet national. Elias, peut-être? Karine Oui, sur le Ah, chat. OK. Donc, essentiellement, les nouveaux organismes sont admissibles dans la mesure où ils sont constitués. En fait, dans plusieurs cas de mutualisation d'espace, le projet gagne à même constituer une nouvelle entité qui, elle, va devenir propriétaire de l'immeuble mutualisé. Donc, longue histoire courte, oui, les nouveaux organismes sont aussi admissibles, sauf que dans l'analyse, on n'aura pas nécessairement l'historique financier pour nourrir l'analyse, mais la viabilité va être évaluée de toute façon avec les prévisions en validant le réalisme des prévisions financières. Donc, pas exclu à sa base, mais évidemment, on tient compte de tout dans l'analyse. Dans le chat, ça fait le tour. De toute façon, Maryse Boucher avait levé la main il y a déjà un petit bout de temps, Maryse. Oh, Karine, tu voulais compléter peut-être? Excuse-moi, Maryse, encore. J'allais essentiellement dans le même sens que Elias pour dire qu'il y avait souvent des OBNL qui se constituaient. Cependant, je trouve quand même important de préciser qu'au départ, les besoins étaient de loger des organismes existants qui sont menacés de perdre leurs locaux, donc en situation de grande précarité, voire même de survie face à leurs locaux. Donc, c'était vraiment le besoin à l'origine, plus que l'idée de créer de répondre à des nouveaux besoins. Cela dit, évidemment, l'initiative n'est pas fermée à répondre à ces besoins-là. Et quand c'est des OBNL qui se créent pour loger plusieurs organismes, la viabilité, effectivement, il n'y a pas d'historique de l'organisme, mais par contre, il y a l'historique de tous les groupes porteurs qui, eux, des fois, sont là depuis 15, 20, 30 ans sur leur territoire. C'est juste ce petit ajout. Bon, cette fois pour de vrai, vas-y, Maryse. Yeah! Bonjour tout le monde. Je suis organisatrice communautaire dans la belle région de Lanaudière et j'accompagne justement un organisme qui est dans cette situation-là. Il faut se relocaliser ou sinon on risque de fermer. Je dis on, il. Je passe les détails de la situation spécifique de l'organisme. J'aimerais bien parler avec quelqu'un d'entre vous. Si vous pourriez me dire qui, j'aimerais ça. Mais au niveau des questions plus globales, j'en ai 3. Premièrement, est-ce que, puis là, peut-être que je vous fais penser à l'étape 45, là, je comprends que c'est embryonnaire, là, mais je les pose quand même au cas où vous avez une réponse. Vous avez parlé de mutualisation d'espace. Je comprends bien que ça se fait plus aisément dans des régions comme Montréal où il y a bien du monde au même endroit. C'est parfois plus difficile dans des petites localités. Donc, si c'est un organisme seul, est-ce qu'il pourrait être admissible? Deuxième question, il n'y a pas de CDC chez nous. Donc là, je comprends que c'est un projet de la TNCDC. Est-ce que vous avez réfléchi au fait qu'il n'y a pas de CDC partout? Et troisième question, après, je vous les lance en vrac, puis après, vous pourrez bien faire ce que vous voulez avec. Nous, dans la situation dans laquelle on est présentement, il y a effectivement des fonds, là, vous avez parlé de fonds pour l'économie sociale ou pour les volets marchands.
là, dans la situation où je me trouve, puis la réponse qu'on m'offre est encore dans le flou mou, c'est si le financement en économie sociale est trop élevé, ça peut mettre en péril le programme de soutien aux organismes communautaires. Est-ce que vous avez eu une position des bailleurs de fonds gouvernementaux à cet effet-là? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est Merci. bon, j'ai noté. Je pense que la troisième, je vais passer la POC à une de mes collègues qui faisait un petit signe de tête. Oh, là, elle fait des sourcils, fait que je suis pas sûre. Première question, c'était la mutualisation. Ben, en ce moment, si ma mémoire est bonne, les projets mono-organismes sont admissibles. Les projets de mutualisation, souvent, on va y voir des avantages, mais c'est pas un prérequis. Voilà. On veut compléter, Charles. Oui, mais j'en profite. Je veux le TIES, une autre organisation de l'économie sociale, vient de mettre sur pied, avec la collaboration du chantier et moi-même qui y a travaillé, un guide sur la mutualisation. Fait que si jamais il y a des gens qui fit pour mutualiser tout type d'équipement ou de ressources, je vous encourage fortement à aller le chercher si vous allez dans cette direction-là. Excuse-moi, qui Puis a fait le guide? le TIES, j'envoie le lien dans le chat. Merci. Vous allez le voir. Là. Mais j'ai envoyé le lien vers tous leurs guides, mais il y en a un sur la mutualisation, là, vous ne pouvez pas le manquer. Si c'est pas le même, Centraide du Grand Montréal avec la collaboration de CDC Roussillon, entre autres, a fait un mini-guide super intéressant sur le même sujet. Effectivement. En s'inspirant du nom. Si ma mémoire est bonne. Tout est dans tout. J'ai entendu ça hier. Je vous confirme que ça se recoupe pas mal, là. C'est les mêmes informations. C'est très bien fait. Le guide du TIES est super bien fait. Il est plus détaillé que celui qu'on a sur notre site web. Merci, Marilyn. Les CDC, il n'y en a pas partout, effectivement. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que le sondage, surtout, soit envoyé aux organismes communautaires sur les territoires où on n'a pas de CDC, parce que on pourrait peut-être avoir des angles morts puis on n'en veut pas. C'est sûr qu'il y a une structure de gouvernance à réfléchir, dépendamment de la solution qui va être choisie pour s'assurer que c'est accessible à l'ensemble du territoire. On veut pas se cantonner dans les territoires CDC, là. On veut que ça soit accessible à l'ensemble de l'action communautaire. Si je peux me permettre de préciser quelque chose, Chantal, Oui. tu sais, même à Montréal, oui, il y a des tables de quartier dans la plupart des territoires, mais même s'il y en avait, ou si la vie fait que dans ce territoire-là, la table n'est pas impliquée en lien avec l'organisme qui cherche, l'initiative montréalaise a accueilli tous les projets. Donc, on va vérifier dans les critères, est-ce que oui ou non, l'organisme est reconnu localement, est-ce qu'il a une plus-value, puis etc. Mais ce n'est pas un critère d'avoir d'être. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose à réfléchir un peu de similaire pour répondre aux besoins de l'ensemble du territoire du Québec, pas seulement là où il y a des CDC. Si tu permets, Chantal, quand on crée une solution comme celle-là, une solution financière, là, ou une solution, là, l'organisation nationale comme le chantier qui crée une solution qui essaie d'aider toute l'économie sociale ou toutes des organisations qui ont des projets d'économie sociale, on vise il y a comme 3 cercles concentriques. Là. On vise une population en particulier en disant c'est ceux-là qui ont les besoins les plus pressants ou que pour l'instant, on ne les a pas répondus. C'est le bullseye dans la cible. Mais souvent, on se dit on a besoin ou on ne veut surtout pas exclure un deuxième cercle d'autres organisations au travers. Fait que là, il ne faut pas dire ils ont visé celles qui sont ceux qui veulent mutualiser ou celles qui sont en multiple. Oui, c'est peut-être ça en particulier, ou les organisations existantes, mais dans le deuxième cercle, on n'a pas exclu la plupart des projets. Le troisième cercle, c'est justement ceux qu'on veut exclure, ceux qu'on ne veut pas dans le projet, mais ça, généralement, c'est à la fois immense parce que c'est aussi le privé, mais généralement, c'est plus petit. On essaie de limiter les exclusions de gens qui se qualifieraient autrement. C'est comme ça qu'on réfléchit là-dedans. Mais quand on le décrit, les besoins sont surtout de ceux-là. Souvent, on va décrire le centre, le bullseye. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut le reste. Vous avez vu que plusieurs des réponses, ne serait-ce qu'à Montréal, c'était ça. Non, on ne les a pas exclus. Puis, il y avait troisième volet.
de la Oui, question de Maryse qui était par rapport au programme de soutien aux organismes communautaires, le PESA pour son petit nom, qui, dans son cadre, peux-tu me rappeler le libellé de ce que tu as dit? Ben, écoute, ce que je crois comprendre, puis c'est que, en fait, si l'organisme reçoit un grand montant de financement dédié à l'économie sociale pour son volet marchand, là, nous, on le magasinait pour payer un immeuble, ça pourrait mettre en péril le programme de soutien aux organismes communautaires. Là, après, c'est pas une annonce officielle là, du programme de soutien. Là, je veux pas faire partir tout le monde en peur. C'est plus une réflexion là, qui se passe au niveau du PESOC dans notre région, à savoir est-ce que ça le met en péril ou ça ne le met pas en péril. Donc, ma question, c'était est-ce que vous avez eu un mot d'ordre sur cette question-là dans votre région? Est-ce qu'il y a des organismes qui ont fait face à ça? Pas la pêche. Je renvoie la balle dans l'auditoire. Garcia, peut-être qu'il y avait une réponse de ce côté-là? Bonjour. Donc, en fait, c'est pas tout à fait une réponse, mais effectivement, moi, je serais intéressé à entendre s'il y a des régions particulièrement qui entendent cet élément-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Tonatio Garcia, je travaille au ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale à la direction des politiques de lutte contre la pauvreté et de l'action communautaire. Nous, comme ministère, ce que je dis n'est pas une réponse officielle, n'est pas une position officielle. C'est clairement notre rôle, c'est de coordonner justement les actions gouvernementales en matière de soutien à l'action communautaire et nous n'avons pas de ligne sur ces éléments-là. Donc, c'est-à-dire, a priori, le soutien à l'action communautaire n'est pas contrebalancé contre tout autre soutien, et, en particulier celui qui pourrait se venir sur l'économie sociale. Maintenant, j'entends aussi ces échos par les branches et on se pose la question d'où ça vient. Donc, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'effectivement, il y a des régions sur lesquelles cette information circule? Parce qu'on entend ça un peu par les branches, mais on ne sait pas trop d'où ça vient vraiment. Et quand on questionne le ministère de la Santé, ils nous disent que, bien entendu, leur position n'est pas de cet effet-là non plus. Mais nous, notre communication, encore une fois, c'est au central. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose dans les régions? Il faut voir. Et est-ce qu'il y a des réalités régionales qui mettent ça en perspective? Bref. Mais bien que, je vous le répète, ce n'est pas une position officielle parce que je n'ai pas d'autorité à parler de façon officielle sur ces éléments-là. C'est clair que pour nous, il n'y a pas lieu de contrebalancer le soutien financier envers d'autres types de soutien que pourraient recevoir les organismes communautaires. Bien, merci. Merci à toi, puis merci d'être là. Est-ce que, Ophélie, tu voulais compléter? enlever le son. Avec ton micro, ça irait vraiment bien. Voilà, je venais de le brancher. Je disais peut-être Charles et je pourrais peut-être compléter. Ben, si tu veux, mais je vais surtout parler à Montréal. Il y a des dossiers qui ont été financés, puis à ma connaissance, là, je regarde Jessica et Karine, mais à ma connaissance, personne n'a perdu son financement PESOC à Montréal, même s'il y a eu du financement de l'initiative à ce sujet-là. Et il faut comprendre, mais évidemment, ça se peut que c'est pas tout le monde dans les différents ministères comprennent cet aspect-là, mais d'avoir du financement pour acheter une bâtisse, c'est pas la même chose que du financement récurrent. De dire, oui, j'ai été financé 1 million en économie sociale. C'est pour acheter une bâtisse qui vaut 1 million, je suis pas plus riche après. Fait que, oui, c'est ça. Puis même au-delà de l'initiative immobilière, là, Elias m'envoie un message pour me préciser ça. La fiducie, avec ses autres instruments financiers, qui fait des prêts hors l'initiative immobilière, a souvent financé des groupes communautaires qui n'ont jamais perdu à notre connaissance leur financement PESOC. Vas-y, Ophélie. En fait, c'était peut-être pour aller dans le même sens. Sachez qu'on en a
déjà entendu parler en fait de ces rumeurs-là. En fait, ça n'est jamais encore été avéré, mais définitivement, en fait, dans ce genre de projet-là immobilier, ça nous préoccupe. Et que sachez que la TNCDC est en discussion aussi avec la CETROC notamment, puis les groupes nationaux, justement pour essayer de clarifier ces informations-là, parce que effectivement, comme vous le comprenez, en fait, vous le savez déjà, mais le PSOC est régionalisé, mais ce n'est pas une information qui vient du national. Le ministère ne confirme pas cette information-là, et comme vous le dites, là, vous l'avez bien réalisé sur le terrain, ça ne s'est pas produit, mais clairement, ça peut faire craindre, en tout cas, à certains groupes ou être plus frileux, ce qui est comprenable. Définitivement, vous êtes des groupes communautaires avant tout, et c'est des volets d'économie sociale que vous développez pour soutenir votre mission. Donc, entre nous, sachez qu'on entend ces craintes-là. J'ai noté, je regardais dans le chat, donc ce que je comprenais, c'est Lanaudière, Laurentide, et que sachez que nous, on documente ça. Et on le réitère là, lorsqu'on fait des représentations auprès du gouvernement, des deux pôles gouvernementaux, là, le MTSS et le ministère de la Santé également. Fait qu'on essaie de clarifier ça, mais évidemment, parce que le programme est en restructuration, le programme de soutien, on veut s'assurer que ce genre de détails-là soit très clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau territorial. Fait qu'on travaille là-dessus, soyez assurés. Merci Ophélie, c'est rassurant. En rappel, comme il est 13 heures, je vous envoie le lien vers le sondage. Je sais que peut-être que des gens qui ont déjà une rencontre à 13 heures, alors si c'est le cas, on vous souhaite une bonne journée. Et je voulais juste m'assurer s'il n'y avait pas d'autres questions. Là, je sais que Maxime avait levé la main plus tôt. Est-ce que c'est encore une bonne question? Ben, en fait, c'est pour les projets qui sont plus avancés, comme nous, on a une ressource qui s'est fait donner à une église par la municipalité, puis maintenant sont à l'étape vraiment de se faire financer pour les rénovations, pour accueillir d'autres organismes. Fait que c'était plus alentour de cette thématique-là. C'est vraiment pour trouver du financement pour la rénovation. Ils ont fait un appel au MAMH de volet 2. On est toujours en attente, mais là, on regarde si on se fait refuser, c'est quoi les alternatives possibles. Ben, j'imagine que cette organisation-là est accompagnée par vous dans la question, mais aller parler à n'importe quel financier de l'économie sociale, là, je vais vous envoyer au risque, là, le réseau d'investissement social du Québec. Puis c'est une porte d'entrée qui eux-mêmes vont dire, bon, ben, OK, avec ce type de projet-là, le montage financier pourrait se faire avec tel autre partenaire. Les projets immobiliers, il y en a vraiment beaucoup à la grandeur du Québec, puis ils sortent, ben, à la fois, ils sont tous différents, mais c'est souvent les mêmes partenaires qui embarquent dans différents. Fait que je dirais pour le volet emprunt, là, je vous enverrai au risque. Puis après, ben, surtout qu'il est 13h01, ça risque d'être suffisant de ce type-là, mais sachez que c'est pas les seuls, puis je vais vous dire foutu église parce que c'est souvent des problèmes à rénover. C'est eux autres non plus pas les seuls à avoir à vivre ça. Jessica, tu as levé la main? Je sais pas. Oui, c'est ça, en sachant que le temps est écoulé, mais quand même, je trouvais ça, avec la question là, qu'on vient d'entendre, je trouvais ça quand même important de mentionner que à Montréal, en tout cas, pour l'initiative immobilière montréalaise, ça a toujours été l'intention de l'initiative immobilière de compléter, en fait, de jouer vraiment un rôle de complémentaire là, pour le montage financier d'ensemble pour les projets d'acquisition immobilière. Puis c'est jamais, il n'y a pas aucun projet là, où le montage financier repose uniquement sur l'initiative immobilière communautaire. Donc, c'est sûr que c'est le produit ici, le type de fonds que c'est un prêt à capital patient. Donc, c'est un prêt, ce n'est pas des subventions. Et puis, souvent, ben, il y a des efforts aussi qui doivent être des efforts financiers qui sont fournis là, de la part des organismes porteurs. Puis, il y a d'autres types aussi donc, de subventions qu'il faut absolument aller chercher pour rendre ces projets-là viables, là, surtout dans un contexte où les terrains ou les bâtiments coûtent cher, mais même lorsqu'il y a beaucoup de rénovations à faire dans le cas d'une église. C'est ça que je voulais ajouter. Merci, très pertinent. Sur cette question-là, d'autres ajouts? Ça va?
Dans le chat, avez-vous pensé à permettre un fonds pour permettre de rénover un bâtiment acquis par un organisme pour permettre à cet organisme de déménager l'ensemble de ses services dans un même lieu? J'ai envie de m'appuyer sur ce que Jessica venait de dire, c'est-à-dire une solution qui fait partie d'un montage financier intéressant. En même temps, je pense qu'il y avait certaines considérations là, dans l'initiative déjà existante qu'il fallait que ce soit une expansion. En tout cas, il y avait certains critères à respecter pour qu'un projet de rénovation soit accepté. Est-ce que c'est les mêmes critères qui seraient utilisés dans une nouvelle initiative? Ben là, c'est à déterminer. Moi, ce que j'entends déjà d'emblée, c'est que il y a beaucoup d'organismes qui sont déjà propriétaires puis que leurs besoins ils seraient plus au niveau des rénovations. Est-ce que ça va avoir un impact sur la solution qui va être choisie là, pour la suite? C'est très possible. Nous, ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins. Là. Fait que ça se peut. Que tous ces groupes-là répondent au sondage. Puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un immense besoin beaucoup plus grand que celui qu'on avait prévu en réno de propriétaires existants. Puis ben, c'est aussi notre objectif de répondre à l'ensemble des besoins. À quelque part, si c'est pas ce coup-là avec cette initiative-là, elle restera puis en tête, puis on essaiera de trouver d'autres solutions potentiellement. Là. Fait que le sondage, c'est le début et la fin de l'exposé, du webinaire. C'est pas un hasard. Voilà. D'autres questions pour terminer? Et on a jusqu'à quand pour répondre au sondage? Jusqu'au 15 septembre. Merci. Ben, sur ce, on répond au sondage. Vous m'écrivez si... merci Ophélie. Vous m'écrivez si jamais vous avez quoi que ce soit d'informations, de questions. Ça va me faire plaisir. Puis sur ce, ben, le webinaire, tout ce qu'on vient de se dire a été enregistré. Alors, ça va être diffusé sur nos plateformes pour bénéficier au plus grand nombre. Donc, merci d'avoir prêté vos visages et vos voix à cette expérience. En espérant vous recroiser dans un avenir rapproché. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour